Bonjour à toutes et à tous. Donc on est comme toujours très heureux de vous accueillir aussi nombreux à la médiathèque Nelson Mandela. Donc on est avec Gabriel, Guillaume, Cécile et moi-même pour vous présenter comme d'habitude donc les romans nos coups de cœur de la rentrée littéraire. Donc tous les romans qui ont été publiés entre janvier et février. Peut-être que vous avez déjà commencé à lire certains romans qui ont été publiés récemment. Si vous avez des coups de cœur, on vous invite à la fin de cette séance, autour d'un café et de petits gâteaux, à partager justement ce que vous avez aimé et voilà, à discuter ensemble. Donc, vous allez avoir le droit à 11 coups de cœur de vos bibliothécaires. Et on va commencer avec Guillaume, qui va nous amener dans une période historique assez extraordinaire. Oui, ça m'a fait réviser un peu. Alors, je vais vous présenter le dernier roman de Jean-Marie Rouart. Jean-Marie Rouart, c'est un romancier, essayiste et chroniqueur français. Sa vie et sa carrière ont été d'une grande richesse et je ne vais pas entrer dans les détails, sauf peut-être deux d'entre eux, afin d'illustrer les lettres de noblesse de cet auteur. En 1997, il a été élu à l'Académie française et il est également commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Pour ce qui est de son dernier roman, l'essentiel de l'intrigue figure sur la 4e de couverture, mais cette œuvre m'a poussé à réellement réviser mes connaissances napoléoniennes. Oui, j'ai effectué des recherches, des vrais de vrais. Et je vais tenter de vous fournir plus de détails sans vous gâcher le plaisir d'une éventuelle lecture. Alors que Napoléon est en exil sur l'île d'Elbe, près des côtes italiennes de 1814 à 1815, Jean-Marie Rouart retrace les dernières semaines de l'ancien empereur, celles qui précèdent son évasion. En 1814, vaincu par une coalition européenne, il signe sa première abdication. En échange, le traité lui attribue un petit État créé pour l'occasion, la principauté de l'île d'Elbe, située entre la Toscane et la Corse. Parmi ses alliés, Napoléon pourra compter sur sa famille, même s'il pressent qu'il doit garder un œil sur eux. Sa sœur Pauline Bonaparte, Laetitia Bonaparte, sa mère sous le titre de Madame Mère, et son beau-frère Joachim Murat, qui malgré leur soutien apparent, feront tout pour conserver... Joachim Murat, il cherche à conserver son trône de Naples. Donc son soutien semble évident, mais il est un peu coincé entre deux chaises. Et puis il y a les traîtres plus ou moins lâches, plus ou moins avoués, les fourbes, les véritables ennemis. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord et Joseph Fouché, ses anciens ministres. Clemens Wenzel von Metternich, excusez-moi pour la prononciation, chancelier de l'Empire d'Autriche, et le roi Louis XVIII, dont le règne fantôme ne débute réellement qu'après avoir passé 23 ans en exil. Cette île d'Elbe, son île, avant l'épisode des 100 jours, devient alors le centre du monde car le magnétisme du vainqueur d'Austerlitz, son charisme, sa puissance morale prend le pas sur sa fatigue, ses désillusions et son désarroi. L'un des personnages centraux du livre est un jeune colonel anglais chargé de surveiller le proscrit vénéré et d'empêcher sa fuite. Mais le destin va faire une nouvelle faveur aux prisonniers. Une femme mystérieuse et sulfureuse va jouer de ses charmes et de sa malice pour écarter le geôlier de sa mission. Résultat, la nuit où Napoléon fuit son île-prison de Méditerranée pour l'épopée des 100 jours, le colonel Campbell, loin d'imaginer ce qui se trame dans son dos, se morfond d'amour à Florence, dans le jardin de sa maîtresse. Pour rappel, ces fameux 100 jours désignent la période qui débute au moment de son arrivée à Paris, juste après son évasion, et se termine au moment de sa seconde abdication, après la défaite de Waterloo. Du coup, la question qui nous tracasse, c'est de découvrir qui est la maîtresse italienne. Était-elle une espionne ?
Tout ce que je peux vous révéler, c'est que l'énigmatique comtesse Mignacci est décrite comme étant la coqueluche de Florence, une femme courtisée par toute la haute société et l'aristocratie, un personnage nimbé de mystères aussi nombreux que ses amants. J'ai vraiment apprécié le fait que l'auteur mette en scène ce petit personnage sans intérêt pour les historiens, simplement parce que son rôle lui paraissait décisif. Utilisant la thématique de l'amour impossible, l'auteur nous offre un tableau illustré de mots où Napoléon n'est pratiquement jamais cité, remplacé par le grand homme, le grand exilé ou encore le proscrit. Procédant par courts chapitres avec une constante habileté, on se promène à Paris, à Florence ou encore à Vienne. C'est un univers à l'atmosphère explosive et glamour, entre jeux d'alliance, guerre de clans, quête de pouvoir, trahison, rivalité et passion. Et je gage que les amoureux de la langue française et de la belle littérature adoreront ce livre à l'histoire d'amour subtil, intemporel et universel. La fiction est également très forte pour imaginer de très belles histoires amoureuses capables de transformer une vie bien tracée. Alors, effectivement, donc je vais donc parler de La vie heureuse de David Fuenquinos. Donc David Fuenquinos, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il fait l'actualité, oui, tout à fait. C'est un écrivain, donc dramaturge, scénariste et réalisateur français. Et ce que j'avais trouvé amusant au niveau de sa carrière, c'est qu'en 2007, il va publier un roman qui s'appelle « Qui se souvient de David Fuenquinos ?» où il explique que comment ça se fait que moins de succès, je fais moins de plateaux télé, ça marche bien pour moi. Et sans le savoir, 2 années plus tard, il va faire son plus gros succès en termes de vente. Donc je parle bien sûr de La délicatesse, dont vous avez sûrement entendu parler. Donc il a 1 million d'exemplaires vendus, il a raflé tous les prix, à peu près 10, et ça marque vraiment un tournant dans sa carrière. Donc il rend d'autant plus vrai le dicton le bonheur vient à qui sait attendre. Et justement, en parlant de bonheur, je vais vous parler de La vie heureuse. Jamais aucune époque n'a autant été marquée par le désir de changer de vie. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre, écrit-il dans ce roman. Et pour illustrer ce propos, l'histoire va se concentrer sur 2 personnages. Donc ça va être 2 trajectoires de vie. Celle d'Éric, donc un monsieur, un peu monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire que sa routine, ça va être métro, boulot, dodo, un mariage raté, il n'a aucune relation construite avec son fils, et une très mauvaise relation également avec sa mère. Et Amélie, ça va être donc le deuxième personnage qui est construit un peu en opposition. Ça va être un peu le contraire, c'est la vitalité, la carriériste, la force constante, celle qui est ambitieuse mais qui vit pour et par son travail. Et ce qui va les relier, ces 2 personnages, c'est ces 2 anciens camarades de lycée, donc c'était juste des connaissances, un entourage commun. Et ces 2-là donc vont se rencontrer donc des années plus tard. Donc elle est devenue nouvelle directrice de cabinet du secrétaire d'État au commerce extérieur. Je vais y arriver. Et Amélie donc va lui proposer de rejoindre son équipe. Donc Éric lâche tout, donc son travail, sa routine, il décide de la rejoindre. Bon, le lecteur à ce stade, il va se dire ça sera une histoire d'amour classique, ils vont se retrouver, tout va bien se passer, et voilà. Et pas du tout. Fuenquinos il va nous tromper. C'est-à-dire que donc Amélie et Éric ils travaillent ensemble plusieurs mois, tout se passe pour le mieux. Et la veille d'un grand contrat, Éric il disparaît. Donc échec total du coup, la signature du contrat n'est pas faite, Amélie perd tout, elle est renvoyée de son poste, et il n'y a aucune explication d'Éric. C'est-à-dire qu'il va disparaître sans laisser de traces. Il ne va pas la recontacter, il ne va pas lui expliquer ses raisons. Et là, le lecteur, il se sent un peu décontenancé parce que c'est vraiment un tournant majeur dans le roman. Et donc la question que le lecteur se pose et donc la recherche qu'on va se faire, c'est pourquoi Éric a disparu à la veille d'une carrière prometteuse. Et donc, en fait, le personnage d'Éric et Amélie, ils incarnent tous les 2 un mal-être profond occidental. C'est-à-dire que c'est un roman qui va vraiment interroger qu'est-ce qui fait le bonheur aujourd'hui en Occident. Donc, comme beaucoup d'ouvrages philosophiques peuvent l'aborder. Mais cette fois, ça va être un peu différent, par exemple, du film, je pense au film avec Will Smith à la recherche du bonheur. Ça sera plutôt autour du rêve américain. Ici, ça sera plutôt autour du rêve européen. Donc, il y a aussi cette dimension-là. Mais les 2 personnages, en fait, ont un mal-être à leur manière. C'est juste que Amélie ne le voit pas forcément directement, parce qu'elle pense qu'à sa carrière et elle pense que c'est ça le bonheur. Alors que Éric, justement, il disparaît parce que, donc,
Je vous laisse lire le roman pour savoir pourquoi, mais voilà, je ne dis pas tout, mais ça sera autour du bonheur. Et donc, oui, il est très particulier parce qu'on s'y attend pas du tout à ce revirement. Et c'est vraiment une histoire touchante, optimiste malgré la dimension qu'on pense au début un peu tragique. Beaucoup d'humour comme d'habitude et bien sûr saupoudré de réalisme. Et donc, ça nous interroge aussi à notre rapport et à notre conception du bonheur. Donc, ça permet de passer un bon moment et en même temps tout en réfléchissant un petit peu. Et après, évidemment, c'est à chacun de construire sa propre morale sur le sujet. Donc c'était La vie heureuse de David Funky-Nose, donc paru en début janvier 2024. Et donc pour poursuivre, on va continuer de parler donc de la construction de l'identité avec la renaissance d'une femme qui, lorsqu'elle retrouve son fils, se métamorphose complètement avec Audrey. Oui, donc je vais vous présenter La vie de ma mère de Majid Cherfi. Majid Cherfi, on en entend parler doublement en ce moment, puisque il y a l'adaptation de son récit Ma part de Gaulois qui vient de sortir au cinéma. Il s'est sorti tout récemment, le 31 janvier 2024. Le film, il est inspiré en partie du récit Ma part de Gaulois et on suit la vie de Majid Cherfi, son enfance toulousaine, la relation avec sa mère et sa passion pour la musique. Et La vie de ma mère, donc, c'est le deuxième écho qu'on a de Majid Cherfi avec ce roman qui vient d'être publié, où on retrouve encore l'image de la mère, mais cette fois-ci sous forme de roman. C'est le premier roman qu'il écrit. Et avant de vous en parler un peu plus, j'avais envie déjà de vous dire que c'est un de ces romans qui est très léger, qui est aussi humoristique et qui nous montre que la rentrée littéraire, c'est pas seulement des romans assez noirs, assez sombres, mais qu'on peut trouver aussi de l'humour et du comique. Donc, dans La vie de ma mère, on suit Slimane. Slimane, il a dépassé la cinquantaine. Il était cuisinier dans un food truck et il a 2 enfants. Sa vie est plus vraiment tout à fait tranquille puisque il vient de se séparer. Sa femme a voulu prendre de la distance. Elle réfléchit sur leur couple. Le Covid a eu raison aussi de son food truck, donc il est au chômage depuis plusieurs mois. Et surtout, ça fait 8 mois qu'il ne parle plus à sa mère. Il a complètement coupé les ponts avec elle parce que sa mère, on le comprend très vite, est assez acariâtre, on va dire. Elle lui dit tout ce qui ne va pas, elle ne lui montre jamais qu'elle l'aime, mais elle va lui dire par exemple qu'elle a honte de lui parce qu'il fait de la cuisine. Ou voilà. Donc il a décidé de ne plus avoir affaire à elle et de se préserver. Le personnage est né en France. Slimane est né en France, mais pas la mère. Ouais, c'est ça. La mère est née... Et justement, c'est ce que j'allais vous dire après. Bah non, mais c'est parfait. Donc, en fait, avec un événement qui va un peu, pas le traumatiser, mais remettre en question, Boris, son associé, qui est lui aussi cuisinier dans le food truck, va perdre son père. Et donc, il assiste aux funérailles du père de son associé et meilleur ami. Et là, il se dit... il faut que j'accompagne ma mère qui ne va pas si bien que ça et il veut l'accompagner dans ses douleurs, dans sa souffrance et l'aider. Donc il va l'aider auprès des aides-soignants. Il va devenir son aide-soignant. Donc c'est pas de tout repos. C'est pour ça que c'est très humoristique. Elle lui dit tout ce qui ne va pas malgré... Il essaye de faire des efforts, de l'aimer, mais il n'y arrive pas. Et puis un jour, elle va subir une opération. Non, Slimane. Donc Slimane, voilà, c'est ça. Boris a perdu son père. Boris. Et il n'y a pas de souci. Mais Boris a perdu son père. Et donc, avec cet événement traumatisant, Slimane se dit il faut quand même que j'aille voir ma mère et que je ne parte pas qu'elle ne parte pas sans que je l'ai jamais revue. Mais sa mère va subir une opération et elle va se retrouver complètement guérie. Et à partir de cet instant, elle va se libérer. Elle va devenir une autre femme. Elle va refuser de vivre en fonction des attentes de son fils Slimane. Et surtout, elle va vouloir changer d'image. Elle ne veut plus être juste la mère. Elle veut vraiment être la femme. Donc elle va devenir amoureuse. Elle va se mettre... la danse et ce fils a du mal à accepter justement que cette mère se transforme en une femme complètement indépendante et libre. Et donc c'est un roman très beau, très drôle,
sur une relation qui est un peu renversée. Pour une fois, c'est pas les enfants qui essayent de se détacher de leurs parents, mais c'est la mère qui essaye vraiment de se détacher de Slimane. Et pour vous achever de vous convaincre de lire ce livre, je vais vous laisser en compagnie de Majid Cherfi, mais en vidéo, qui décrit très bien ce livre et pourquoi il l'a écrit. Ce titre-là, il y aurait deux façons de le dire. C'est la vie de ma mère, quelque chose d'un peu agressif. Et la phrase d'elle-même, elle a quelque chose d'agressif, parce que ça veut dire j'engage tout ce que j'ai de plus cher dans ma vie. Et puis, la vie de ma mère, qui est plus romanesque, je dirais, trajectoire d'une femme. Je m'inspire tout le temps de choses pas qui me sont arrivées, mais qui étaient proches de moi. Et j'ai eu envie d'aller plus loin que ce qu'on appelle l'autobiographie. Alors, je me suis dit, il faut que j'ai une idée un peu folle pour que ça ressemble à un roman. Et j'entendais autour de moi, parce que je fréquente beaucoup, disons, de gens de l'immigration. Et j'entendais tous ces gens dire, moi, si j'ai l'or du monde, il est pour ma mère. Ma vie, elle est pour ma mère. Oui, je me suis rappelé que d'aussi loin que j'aille chercher un souvenir sur la mer, il y a toujours cette idée de c'est ma mère. Et alors j'ai voulu travailler cette idée, et si je racontais ce qui ne se dit pas en public, c'est-à-dire la mère qui fait chier et le fils qui fait encore plus chier, et de dire mais qu'est-ce qui est plus chiant dans la vie pour une mère qu'un fils? Et je suis parti sur cette idée-là, de démystifier un petit peu le rapport. Et je raconte l'histoire d'une mère qui du coup se dit mais et si je n'écoutais plus tout ce qui se dit autour de nous, si j'écoutais plus mes filles, si j'écoutais plus mon mari, si j'écoutais plus les voisines, le pays, le bled, le village, le quartier, et si j'essayais d'être ce que j'ai envie de devenir. Donc voilà, c'est un roman tout en finesse, en humour, très moderne, mais avec légèreté, et donc on en sort bien. Ouais, oui, tout à fait, c'est ça, c'est lui. Et il écrit aussi bien qu'il chante. Voilà. Et donc, comme cette rentrée littéraire, c'est aussi l'occasion de mettre en avant, on va dire, les figures de mère, je vais laisser la parole à Cécile T. Là, ça va être un sujet plus sombre, mais avec un roman qui met en scène et en avant la mère d'Hitler. Je suis la rampe de lancement du massacre et à l'instant de la ponte s'est déclenché le compte à rebours de la bombe que j'abritais dans mes entrailles. Ce sont les mots de Clara, que l'histoire avec un grand H ne connaît pas. Pourtant, c'est celle qui est enceinte du dictateur le plus monstrueux de la planète, coupable de l'extermination de millions d'êtres humains. Dans ce récit fictionnel qui part à partir de faits historiques, Régis Geoffrey a choisi de raconter la grossesse de la mère d'Adolf Hitler. On y apprend le milieu dans lequel Hitler va naître, et ce contexte façonnera le monstre qu'il est devenu. Issue d'une famille de paysans, Clara est envoyée chez son oncle Aloïs, officier des douanes, afin de s'occuper de sa femme malade et de ses enfants. Elle n'a que 15 ans lorsque celui-ci la met dans son lit alors que sa femme vient de décéder. Malgré l'inceste, l'Église a légitimé leur mariage, ce qui renforce la culpabilité de la jeune femme, qui se considère comme le diable incarné. La religion a une grande influence sur le peuple, surtout sur les femmes. Clara vit en permanence dans la conscience du péché, alors que lui n'a aucune conscience de ça. Chaque jour, elle se confesse auprès de l'abbé qui l'assomme de pénitence. Après avoir perdu 2 enfants en bas âge, elle est de nouveau enceinte et espère que cet enfant sera beaucoup plus robuste que les 2 précédents. Elle a tellement peur de perdre son enfant que sa sœur vient l'aider au quotidien pour la soulager. Et donc, dans ce livre, elle va raconter sa grossesse pendant 9 mois, sa vie muselée, contrainte et soumise à cet homme qui est violent, brutal, qui la viole pratiquement tous les jours, qui est brutal dans les paroles et physiquement. Et elle vit dans la peur et dans la soumission. Et en fait, tout au long de ces 9 mois, elle a un peu des visions et elle fait des rêves par rapport à cet enfant. Elle va penser à sa survie, mais aussi à son avenir. Et elle a des sortes de visions comme si elle savait déjà le monstre qu'il allait devenir.
Et d'ailleurs, à un moment, elle explique à tout moment, j'aurais pu l'étouffer, l'empoisonner, le poignarder dans son sommeil, au lieu de le couvrir d'amour, le couver, le veiller la nuit, quand il avait pris froid. Et je demeure à jamais coupable de l'avoir porté, fabriqué, créé. La fiction permet de mettre des mots sur la violence de l'histoire ou sur des périodes qui sont encore peu évoquées. L'autrice suivante nous plonge dans la décennie noire en Algérie à travers l'histoire d'une famille bousculée par la guerre civile. C'est un récit ou un roman ? C'est un récit. En fait, c'est tiré de faits historiques. Donc, c'est vraiment la nièce en fait d'Aloïs qui l'a violée pour faire Hitler. Mais après, c'est vraiment romancé. Et en fait, Hitler n'est jamais vraiment nommé. C'est vraiment la grossesse, en fait. C'est l'être humain en toute innocence avant ce qu'il a été, ce qu'il est devenu. Et en fait, le milieu va façonner le monstre qu'il est, en fait. Le deuxième roman que je vais présenter est d'une écrivaine que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Amina Damerji, et donc qui a écrit Bientôt les vivants. Ça a été une très grosse claque, mais par rapport à Majid Cherfi, c'est beaucoup moins léger et assez sombre, mais c'est un roman qui vaut le coup d'être découvert. Donc Amina Damerji, c'est son deuxième roman, donc elle n'est pas inconnue du monde éditorial, et elle évoque, comme le disait Cécile, la décennie noire en Algérie, donc qui est une période peu évoquée encore, mais en littérature et dans les films, on commence justement à prendre la parole sur cette époque. Donc, pour vous donner quelques faits d'abord historiques, la décennie noire, donc c'est aussi ce qu'on appelle la guerre civile algérienne, et ça a opposé donc le gouvernement algérien de Chadli Benjedid et des mouvements islamistes, et ça a duré environ de 1992 à 2002, donc c'est encore très récent. C'est une période qui a fait entre 600 000 et 150 000 morts en 10 ans. Et on ne compte pas les disparus, les exilés aussi, les personnes qui ont dû fuir le pays suite à cette violence. Donc ce roman est complètement fictif. Les personnages, à part quelques personnages historiques qui apparaissent dans le roman, mais les personnages n'ont pas existé. Mais Amina Damerji est très proche de cette époque, puisque quand elle était jeune, elle a dû elle-même fuir la guerre civile d'Algérie pour se rendre en France. Rien que les premières pages de ce roman, c'est un roman saisissant. Quand on ouvre les pages, on est en 1997 et on suit une petite fille qui s'appelle Aïcha. Elle est dans un village près d'Alger, le village de Sidi Youssef. Et ce qui est assez fort, c'est le choc entre l'innocence donc de la petite fille qui est à peine âgée de 10 ans et de l'horreur qu'elle va vivre, puisque un groupe islamiste entre dans le village et voilà, il va se passer des choses épouvantables, voilà, que Amina Damerji va réussir à décrire sous sa plume. On n'en sait pas plus parce que une fois que ces événements se sont passés, on replonge dans les années 1988 pour voir ce qui s'est passé justement les années auparavant. Et là, on est dans la proche banlieue d'Alger. Et on va suivre la vie quotidienne d'une famille, et notamment une jeune femme qui s'appelle Selma. Selma, c'est une adolescente comme toutes les autres. Elle est en train de se construire. Elle apprend à vivre, elle a des amis, et surtout, elle a une passion pour l'équitation. Elle ne vit vraiment que pour les chevaux. Mais la politique, très vite, en fait, va s'immiscer dans sa vie quotidienne, et sa famille va être complètement déchirée. Puisque dans sa maison, il y a donc sa grand-mère qui vit au 3e étage. Au 2e étage, elle vit avec son père et ses parents. Et au rez-de-chaussée, il y a son oncle Hicham. Et la famille va se déchirer puisque son oncle Hicham, qu'elle adore, va décider de devenir l'avocat d'un front islamiste, tandis que son père va être du côté du gouvernement. Donc c'est dans sa propre famille que tout bascule. Et elle va se replier sur l'équitation, sur les chevaux. Et
avec cette passion, elle va essayer de canaliser sa colère et d'apprendre à aimer les autres. Donc c'est très beau parce que c'est une période horrible et très, très dure que Amina Damerji décrit. Mais comme c'est du point de vue d'une adolescente, on a quand même des épisodes où elle essaye de vivre avec insouciance et de vivre sa vie d'adolescente. Et donc on va la suivre de sa jeune vie d'adolescente jusqu'à sa vie de jeune femme, où elle va devoir faire des choix, elle va apprendre aussi à s'affirmer. Mais c'est un roman que je conseille pour sa puissance et parce qu'on en ressort avec aussi une meilleure connaissance de ce qui s'est passé, tout en étant dans de la fiction pure à travers Selma. Et à la fin, on a juste envie que Selma soit heureuse et épanouie et de continuer à la suivre dans sa vie d'adulte. Donc, là, oui, elle a pu faire oui, mais là, elle a pu justement, elle a dû vaincre la réticence de ses parents. Mais elle a pu faire de l'équitation et être dans un centre d'équitation où elle va découvrir un cheval, Chétan, et elle va être la seule à pouvoir le dresser. Et c'est pour ça qu'elle va pouvoir justement continuer à aller essayer de dresser ce cheval parce que personne n'y arrive. Et c'est comme ça que sa passion pour l'équitation va naître. Donc voilà. Selma, dès 1988, voilà, 1988, et on la suit jusqu'en 1997, et on va découvrir le lien avec Aïcha, cette petite fille qui ouvre les pages du roman. Oui, je le conseille. Et pour rester donc dans un thème complètement différent, mais toujours en compagnie d'animaux, on va dire, mais de manière plus macabre. Je vais laisser la parole à Guillaume avec le roman d'Adeline Fleury. Alors, j'aurais peut-être pas dit macabre, mais effectivement, les animaux et notamment les chevaux sont un élément déclencheur du nouveau roman d'Adeline Fleury. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Adeline Fleury est journaliste, romancière et essayiste de nationalité française. Elle a été reporter pendant 15 ans, essentiellement pour les pages société du Journal du Dimanche. Et en 2014, elle a fait le choix de se consacrer à l'écriture. Puis, depuis 2018, elle est également journaliste littéraire pour le Parisien Week-end. Voici donc son dernier roman. Dans un village normand anonyme, cohabitent sans se mélanger des paysans implantés depuis des générations, et ceux du lotissement. Des citadins venus prendre possession de cubes de béton sans cachet et sans âme. Comme une greffe ratée, il flotte entre ces deux communautés un sentiment de rejet et de mépris réciproque. C'est un village silencieux qui n'accepte pas l'étranger, ceux qui n'appartiennent pas à la terre, à la sueur et au sang qui coule dans ses sillons. Un village entre mer et champ où tout est gris, sans charme, et où le ciel et l'océan sont pareillement chargés de menaces. Mais dans ce décor austère, des animaux sont mutilés et des enfants disparaissent. Des événements aussi violents qu'inexpliqués, donnant au quotidien un sentiment d'irréalité. La grande Stéphane, maréchale ferrante, et Julie, vétérinaire, sont fraîchement arrivées au village. Deux citadines qui ont fui les insomnies et les démons de la ville pour un nouveau départ dans ce petit village. Leur métier, dit d'homme, surprend les villageois et ils perçoivent leur arrivée d'un œil interrogateur. Mais aux yeux de Julie et de Stéphane, les villageois sont tous aussi étranges les uns que les autres et le choix est vaste. Le reporter, l'ancienne institutrice, la rebouteuse, le géant, l'idiot du village, l'abbé intolérant ou encore les jumeaux parfaits et leur centre équestre. Mais il se trouve que dans ce centre équestre, ces jeunes femmes vont retrouver un cheval atrocement mutilé. Bientôt, atrocement mutilé. Bientôt, d'autres aberrations du même ordre vont apparaître
Et comme leur quotidien est au plus près du bien-être des animaux, elles seront amenées à s'unir et à se soutenir pour mener l'enquête. Mises sur la piste de l'enfant fait, que l'on dit toujours à proximité de ces crimes, elles vont se retrouver propulsées au cœur de légendes ancestrales et de contes locaux. On va même jusqu'à leur murmurer qu'il s'agit du petit Jojo, un enfant mort tragiquement dans des circonstances inconnues. Et les villageois ne s'arrêteront pas là, terrorisés par le retour du Varou, un monstre en quête de vengeance tout droit sorti d'une légende tenace. Dans ce roman, on découvre la noirceur des hommes qui connaissaient certaines vérités mais se sont tus. Des croyances réelles dans leur irréalité, rythmées par une intrigue qui se déroule de nos jours, près de chez nous. Cela peut paraître étrange, mais ces personnages deviennent attachants, voire fascinants. C'est comme s'ils nous prenaient par la main et nous emmenaient parcourir une terre où le mysticisme et le surnaturel nous donnent quelques sueurs froides. J'ai beaucoup aimé les portraits de femmes fortes et courageuses, des paysannes robustes que rien ne semble pouvoir abattre, des épouses qui font face à des maris pleutres ou absents. C'est donc une plume poétique et romanesque avec une plume poétique et romanesque que l'autrice nous raconte une terre marécageuse balayée par les vents, les légendes ancestrales et les secrets d'un village français. Adeline Fleury a écrit un roman envoûtant, noir et vénéneux. Un livre intense et émouvant, court et fluide. En un mot, efficace. De l'étrange à la science-fiction, il n'y a qu'un pas que nous franchissons avec le dernier roman de Boualem Sansal. Alors, je vais vous parler donc de Boualem Sansal, donc qui revient dans cette rentrée littéraire avec Vivre le contre à rebours. Donc peut-être que vous avez déjà entendu parler de Sansal pour 2048 ou La fin du monde. En tout cas, c'est avec ce roman d'anticipation, donc dystopique, qu'il s'est vraiment fait connaître. Et si vous n'avez pas lu 2084, donc c'est une réécriture de 1984 d'Orwell, donc voilà, il y a aussi Orwell à lire. Et donc il poursuit dans cette veine du roman d'anticipation avec Vivre le contre à rebours. Et donc le postulat de départ, il est très spécial. C'est une question aussi glaçante qu'essentielle que se pose le narrateur. Si demain la Terre disparaissait, quels humains méritent d'être sauvés ? Donc, c'est un postulat de départ très particulier, et on se demande évidemment en tant que lecteur comment Paolo en est arrivé à ce questionnement. C'est-à-dire qu'une nuit, il va faire un drôle de rêve, où comme si une présence essayait de rentrer en contact avec lui, et dans un halo de lumière, il y a un chiffre donc qu'on voit sur la couverture qui est apparu, J-780. Donc comme un peu un compte à rebours avant l'anéantissement de la Terre. Donc il n'y prête pas franchement attention, parce qu'après tout ce n'est qu'un rêve, et un rêve ne se produit pas forcément dans la réalité. Mais plus tard dans le roman, il va se promener, voilà, en sortant du métro, et il va découvrir sur la fenêtre d'un immeuble parisien le même décompte. Et là il se dit, il y a une petite idée folle qui lui traverse l'esprit, mais ça se trouve je suis pas tout seul à le voir ce décompte. Et donc peu à peu le groupe d'appelés s'agrandit, et donc les appelés auraient été contactés par les extraterrestres, et ont été choisis pour décider qui pourrait être sauvé et qui ne le pourra pas. Donc un postulat assez évidemment parodique. Et donc passé la sidération et l'inquiétude, vient le temps de la prise de conscience, donc de la mobilisation. Alors si une entité extraterrestre nous offre la chance de sauver l'humanité, ou une partie de l'humanité du coup, qui est-ce qu'on sauve ? Donc ils vont se poser des questions, les personnages. Est-ce qu'on sauve, je sais pas moi, les athées, les religieux ? Est-ce qu'on sauve les gouvernements ? Est-ce qu'on doit être aidé de la police ou pas ? Est-ce qu'on doit essayer de faire au final au hasard, donc de ne pas choisir ? Donc il y a tous ces questionnements-là. Et bien sûr, derrière toutes ces interrogations, on retrouve bien sûr donc la même dimension qui avait fait parler de Sansal dans 2084. C'est évidemment engagé politique. Donc pour donner un peu de contexte quand même, si vous ne connaissez pas cet auteur, c'est-à-dire qu'il était haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie en Algérie jusqu'en 2003. Il a été limogé donc à cause de ses écrits et ses prises de position. Donc en ce moment, il est censuré dans son pays. Et donc c'est un Algérien qui choisit d'écrire en français. Donc c'est quand même c'est significatif. Hein. Et donc après la sortie de plusieurs pamphlets censurés, il a été menacé, insulté, donc on l'a limogé. Il décide quand même de rester en Algérie.
Et il décide que par l'écriture, il va réussir à dénoncer sa situation et parler de choses donc, qui le dérangent. Et donc c'est à la fois un roman d'anticipation très particulier parce qu'il est nihiliste et perturbant, à l'image de son auteur, et c'est aussi un moyen pour lui de lutter contre des formes qu'il juge d'oppression. Et donc on retrouve un Sansal engagé dans la lignée de ses précédents romans. Le concept, je l'ai trouvé particulièrement original et surprenant. Et il y a aussi pour moi une double grille de lecture, c'est que il s'appelle Les Appelés, il s'appelle Les Élus, des Halos de Lumière. On dirait vraiment une parodie de théorie complotiste. Évidemment, donc c'est une double critique dans ce roman. Lui s'attaque aux croyants au sens large, et donc aussi aux lecteurs qui prennent pour argent comptant le récit romanesque. Donc je vous laisse lire le roman pour savoir au final ce que vous en pensez de ce récit. Et alors, pardon, excusez-moi. Donc il n'y a pas que dans un monde imaginaire que des hommes ont été choisis pour accomplir des missions précises, donc comme sauver le monde. Dans le roman donc de Julia Mali, je ne sais pas si je le prononce bien, Audrey. Je vais le prononcer pareil, mais je ne sais pas non plus si ça se prononce comme ça. Donc nous suivons 3 femmes envoyées de force en Louisiane dans les années 1720 pour peupler cette colonie française. Oui, donc le roman La Louisiane de Julia Mali, donc c'est pas pour vous influencer à le lire, mais c'est déjà un phénomène de cette rentrée littéraire, puisqu'il est en cours de traduction dans plus de 20 pays, et il y a une série qui va également être faite, normalement une série américaine de cette de ce roman, et c'est pas vraiment étonnant parce qu'il a un côté très cinématographique et assez grandiose. Pour dire quelques mots de Julia Mali, c'est une surdouée de l'écriture. Elle a écrit son premier roman à l'âge de 15 ans. Elle a été publiée, elle a écrit La fiancée de Tocqueville, et puis ensuite elle a obtenu une bourse d'études. Elle est partie en Louisiane pour étudier, et en Louisiane, elle a découvert l'histoire des femmes de la Salpêtrière qui ont été envoyées en Louisiane au XVIIIe siècle. Et donc après là-bas, elle a fait 8 ans de recherche, elle a écrit pendant 8 ans son roman qui est assez épais, mais c'est pour notre plus grand bonheur parce que c'est un roman vraiment que je trouve à couper le souffle. Donc, pour déjà donner le début du roman, on part d'un lieu emblématique. On part de la Salpêtrière. Donc, à l'origine, on enfermait là-bas. Enfin, c'était une ville dans une ville. Ça faisait au moins 31 hectares. Il y avait donc les gens démunis qui étaient placés dans la Salpêtrière. Il y avait également les femmes indigentes. Et ensuite, c'est devenu un lieu qui accueillait des orphelins. Et il abrite aussi une maison de la force dans laquelle des femmes étaient emprisonnées. Et dans ce roman, donc on est en 1720, et là, on va suivre 3 femmes au destin assez extraordinaire. Donc 3 femmes complètement fictives, mais qui auraient pu être réelles puisqu'elles partent vraiment d'un fait historique qui s'est passé. On suit donc Charlotte qui est orpheline. Au début du roman, elle a 12 ans. Et elle n'a jamais vu autre chose que la Salpêtrière. On suit aussi, on va s'attacher à Pétronille. Donc Pétronille est d'origine plutôt bourgeoise. Elle a pour particularité d'avoir une tache blanche sur le visage et qui donc la met à l'écart de la société. Et surtout, ses parents vont croire qu'elle a une relation avec son jardinier. Donc ils l'enferment à la Salpêtrière. Et on va suivre ensuite la 3e personnage féminine, Geneviève, qui est une faiseuse d'anges, donc ces femmes qui faisaient avorter d'autres femmes et qui va être placée de force dans une maison de la correction où elle vit des conditions de vie assez effroyables. Ces 3 femmes, elles pensent qu'elles vont terminer leur existence dans la Salpêtrière et qu'elles vont jamais voir autre chose que des murs gris et ne vivre rien d'autre que des conditions de vie très limitées. Mais il y a donc un beau jour, donc en 1720, c'est une étrange mission qui est confiée à la supérieure de la Salpêtrière qui s'appelle Marguerite. Elle doit recenser une centaine de femmes pour les envoyer en Louisiane. À l'époque, donc la Louisiane est une colonie française et il fallait peupler cette région. Et parmi donc les femmes qui sont
qui sont sur la liste, il y a ces trois femmes, Geneviève, Pétronie et Charlotte, qui vont être envoyées en Louisiane. Et elles vivent forcément, c'est pas les conditions de voyage sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc ça va pas être une croisière tranquille. Elles vont mettre quasiment 1 an pour arriver en Louisiane et elles vont vivre des choses très dures. Donc elles vont croiser des pirates. Forcément, c'est une société aussi très patriarcale. Donc elles vont vivre des choses avec les hommes les plus abominables qu'on puisse imaginer. Et elles vont arriver en Louisiane, où en Louisiane, c'est pas le paradis qu'on leur a vanté, mais il y a des maladies qui se répandent et c'est des conditions de vie encore assez vétustes. Les villes ne sont pas encore comme les villes qu'on peut connaître à Paris. Donc c'est un roman, on va dire un roman fleuve. On suit les 3 personnages des années 1720 jusqu'en 1736. On les voit grandir. C'est très intéressant parce que ces 3 femmes, forcément, elles vont être liées et on voit que c'est pas les histoires d'amour qui vont les sauver, mais là, c'est les histoires d'amitié. C'est cette amitié entre ces 3 femmes qui va leur permettre de vivre des choses très dures. Et on en sort assez bouleversé pour ces 3 femmes parce qu'elles ne choisissent pas leur destin, mais elles vont essayer justement de pouvoir être un tout petit peu plus libres que ce qu'elles auraient pu être à la Salpêtrière. Donc un autre très beau roman que je recommande. Et pour vous parler justement de femmes exceptionnelles pendant cette rentrée littéraire, Cécile va aussi nous parler d'une femme assez hors norme, mais qui a existé, et je lui laisse divulguer le secret. Pendant l'été 1960, au MAP Hotel, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. Ce sont les mots de Pauline qui, invitée à la destruction du MAP Hotel quelques années plus tard, dans les années 2000, par son ami d'enfance. Le MAP Hotel, c'est un hôtel qui a beaucoup compté pour beaucoup de personnes. C'est un peu le monument là-bas. Et donc, une fois arrivée devant, Pauline se remémore sa vie d'avant. C'est une jeune mère célibataire de 21 ans qui est très discrète et même effacée. Elle n'a plus du tout de rêve. Son quotidien, c'est juste d'élever sa fille de 3 ans, Lily, et d'exercer son métier, femme de chambre. Et un matin, pour remplacer une collègue qui est malade, elle est appelée à nettoyer la suite 614. Donc elle y va, elle pense qu'il n'y a personne, elle commence à nettoyer. Et puis d'un coup, une femme nue arrive devant elle. Et là, elle se rend compte que c'est Mrs. Miller, alias Marilyn Monroe. Et donc Marilyn Monroe est à ce moment-là en tournage pour le film Les Désaxés, qui a été écrit par son mari Arthur Miller. Mais entre le couple, ça va plus du tout. Elle a du mal à tenir le coup sur le tournage. Donc tous les jours, en fait, elle prend beaucoup d'alcool. La production lui apporte beaucoup de pilules, donc elle gobe tout ça. Et c'est une femme très solaire et très envoûtante, mais à ce moment-là, elle va pas très bien. Et malgré son quotidien de strass et de paillettes, elle est pas du tout heureuse. Et en fait, ces 2 femmes-là, rien les prédestinait à se rencontrer. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et c'est justement ça, en fait, ces 2 femmes que tout oppose vont finalement tisser un lien d'amitié. Et elles vont chacune s'offrir quelque chose d'humain et de bienveillance. Donc elles vont vivre pendant plusieurs mois, le temps du tournage, des moments d'humanité, d'amitié, de complicité. Même Marilyn Monroe va inviter cette femme de chambre à toutes ses soirées, strass et paillettes. Même Marilyn Monroe va l'appeler le petit soleil du matin. Et elle va aider Pauline à se libérer, à prendre confiance en elle. Et Pauline va aider un peu Marilyn Monroe à aller un peu mieux dans sa vie personnelle. Et justement, après, à la fin du tournage, le couple va divorcer. Et en fait, cette rencontre va apporter à chacune un souffle, vraiment un moment d'oxygène et leur ouvrir la porte, leur montrer qu'il y a plein d'autres choses qui sont possibles, que finalement, même si on a des rêves qui se sont un peu évanouis, on peut les réanimer. Et ce roman, c'est ça, c'est l'histoire que le fait de rencontrer des personnes, ça peut nous aider et changer totalement une vie.
ça peut faire vraiment un tournant qui marque. Donc c'est beaucoup plus joyeux que le premier roman que j'avais présenté. Et pour reconstituer la mémoire et la vie d'une personne disparue qui a emporté ses secrets avec elle, qui n'est jamais simple, grâce à la fiction, François Garde va lui-même essayer de réécrire la vie de son oncle énigmatique, Marcel. Tout à fait. Là, il est vraiment important de parler de François Garde. Avant d'être l'auteur de ce roman, il a eu toute une carrière de poste à haute responsabilité que j'ai trouvé vraiment intrigante. Entre autres, juge administratif, conseiller de cabinet ministériel, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises, secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et j'en passe. Mais malgré un emploi du temps très chargé, il a trouvé le temps de rédiger avec soin plusieurs essais, romans et autres nouvelles. Et si d'aventure vous êtes amené à apprécier cette plume, n'hésitez pas à jeter un œil à sa bibliographie. Alors gardez à l'esprit que Mon oncle d'Australie demeure un roman auto-fictionnel de l'auteur. Dans le préambule, il détaille les motifs de sa recherche et explique pourquoi il n'a publié ce récit qu'après la mort de son père en 2021. Pourtant, ce roman lui sera dédié avant même qu'il ne décède. Chaque partie est liée à un lieu. L'Australie, bien entendu, Avignon et la Guyane. À l'origine de cette histoire, un oncle, Marcel, qui est oublié et même effacé de l'arbre généalogique familial. L'auteur ne démarre ses recherches qu'avec quelques bribes de conversation et de petits fragments du parcours de son oncle. Il apparaît principalement qu'en 1900, il quitte Toulon et part à bord d'un paquebot à destination des Antipodes. Après une escale en Nouvelle-Calédonie, il aurait rejoint l'Australie sans jamais revenir ni donner de nouvelles. Alors le romancier, à partir de rares éléments à sa disposition, va inventer la vie de son aïeul. Son arrivée sur l'île continent, ses conditions difficiles de logement et l'apprentissage de l'anglais. Et imaginer ce qu'a pu être sa vie loin des siens. Mais au-delà de l'exercice fictionnel, il s'interroge sur la réelle motivation de ce départ. Cet exil était-il consenti ou forcé ? Le jeune homme a-t-il eu le choix ou a-t-il obéi à une injonction de sa famille ? Plus de 100 ans après, il ne reste pas de témoins. Il est donc extrêmement difficile de savoir s'il a eu une descendance, s'il existe en Australie des cousins éloignés. L'enquête prend une autre tournure en plongeant dans les greniers et les souvenirs, car cet oncle lointain semble avoir eu un passé en Provence. Il faut exhumer les traces et reconstituer les épisodes cruciaux. L'écrivain a la conviction qu'un secret de famille explique la véritable raison de cet oubli, de l'effacement volontaire de la mémoire collective. Il élabore des hypothèses qu'il va tester, les confronter au réel et aux archives administratives ou militaires. Alors, l'exil ne prend plus la même signification. L'aventurier baroudeur en quête d'horizons lointains prend un autre visage. Il s'avère que dans sa jeunesse, Marcel s'est engagé dans la marine. Il a été militaire à l'époque où il était censé avoir quitté la France. Le bannissement pourrait s'expliquer par des larcins, des délits ou des crimes. Et pour sauvegarder l'image de la famille et la respectabilité vis-à-vis du voisinage, un choix aurait été fait. Prétexter le départ de cet homme, permettant ensuite l'oubli progressif jusqu'à l'amnésie presque totale. De façon assez improbable, sur les conseils d'un ami, François Garde va poursuivre les recherches et découvrir des preuves qui changent totalement le récit familial, ainsi que la destination du bateau sur lequel a embarqué Marcel. Mon oncle d'Australie est un roman épatant qui progressivement change d'angle d'attaque. L'exercice initial de réhabilitation d'un oncle oublié se transforme alors en réflexion sur les secrets de famille.
leur fonctionnement et surtout leurs conséquences. J'ai particulièrement aimé le changement de direction de cette enquête dans les méandres d'un arbre généalogique. Une aventure pleine d'hypothèses et de révélations. Et si François Garde a rendu une sorte d'hommage à son oncle mystérieux, légende familiale, nous terminons maintenant avec Gabriel qui rend hommage à son écrivain fétiche, Christian Bobin, décédé malheureusement en 2022. Alors tout à fait, donc je voulais parler de son dernier écrit, Le Murmure, qui vient de paraître début février. Et donc je voulais vous parler de cet écrivain pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que je le considère quand même comme un pilier de la prose française moderne. Et deuxièmement, parce qu'il était bibliothécaire. Alors malheureusement, il est tristement d'actualité par son décès en 2022, à la suite d'un cancer. Et donc c'est un livre très particulier dont je vais vous parler, c'est-à-dire que il n'a cessé de l'écrire malgré son hospitalisation. Donc progressivement, on sent quand même à quel point il est affecté au niveau de la santé. Et donc il a été commencé chez lui au Creusot en juillet 2022 et donc poursuivi sur son lit d'hôpital durant les 2 mois précédant sa mort. Donc cette œuvre écrite dans une situation extrême, on peut penser à Hervé Guibert, peut-être dont vous avez entendu parler, qui écrivait malgré que son corps était rongé par le sida, ou encore, pour continuer, Marcel Proust, écrivant jusqu'à ses derniers instants aux côtés de Céleste Albaret. Et donc pour vous présenter l'auteur, c'est vraiment une écriture très singulière, c'est une écriture que j'appelle fragmentaire, c'est-à-dire que ça va être des petits instantanés, des paragraphes très courts, et ça va être des sortes de fulgurances poétiques entre la prose, à la fois entre la prose, le journal et le roman. Et donc il est vraiment à part, je trouve, dans le panorama français, il a vraiment un style propre. Et c'est très aérien, dans le sens où il y a beaucoup d'espace entre les paragraphes, justement, et c'est des aires de repos pour le lecteur, afin de digérer les fulgurances poétiques, parce que c'est vraiment des moments frappants, on peut dire. Et l'autre particularité, c'est que c'est souvent des écrits très brefs, généralement d'une centaine de pages. Donc pour Le Murmure, que je n'ai pas encore vu qu'il vient de sortir, il y a à peu près 120 pages à peu près. Et pour lui, l'important, c'est vraiment de pas noyer le lecteur. Donc c'est une écriture un peu comme Pierre Michon, si vous connaissez. C'est riche en style, mais la différence, c'est que lui, vraiment, il fait des pauses pour qu'on puisse digérer. Et il nous laisse le temps du coup d'apprécier sans trop en dire. Un autre côté que je trouve très attachant de cet auteur, c'est que toute sa vie, il a été d'une très grande discrétion. Il a évité les médias, les interviews. Pour lui, il fallait laisser parler la plume avant tout. Et pourtant, c'est pas du tout un auteur confidentiel. Juste pour donner quelques chiffres, Le Trébat a été vendu à 400 000 exemplaires, Une petite robe de fête à 270 000. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fonctionne, mais qui est juste confidentiel parce qu'il ne cherche pas forcément à passer dans tous les médias. Et il veut laisser il laisse parler la qualité de sa plume comme seule promotion. Malgré ses succès, donc, il reste un auteur amoureux du silence et des roses, fuyant les mondanités de la scène littéraire. Je voulais juste vous lire de très courtes citations pour vous donner un peu l'idée du style. Donc, je ne vais pas trop en dire, mais juste quelques-unes. Il faut que le noir s'accentue pour que la première étoile apparaisse. Ce qui ne peut danser au bord des lèvres s'en va hurler au fond de l'âme. Ma vie s'était passée dans les livres, loin du monde, et j'avais, sans le savoir, fait avec mes lectures ce que les oiseaux font par instinct avec les branches nues des arbres. Ils les entaillent, ils les triturent, jusqu'à en détacher une brindille, bientôt nouée à d'autres pour composer leur nid. Donc voilà, juste pour vous donner un petit aperçu de la qualité de sa plume. Donc c'est vraiment, comme vous le voyez, une écriture des impressions, donc un puzzle de mots et de pensées, donc sur l'écriture, sur sa vie, sur ses proches, sur la nature. Et dans Le Murmure, du coup, très précisément, l'accent il est mis sur l'amour, parce que c'est vraiment une émotion qui va l'affecter durant les derniers moments de sa vie. C'est un peu comme le dernier chant du Rossignol, et donc une ode à la vie et à l'amour, alors que la mort justement le guette. Et donc ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'il n'y a pas d'apitoiement dans ce récit, qui ressemble vraiment à un dernier souffle, sans nous faire sentir l'agonie. Donc c'est quand même un sacré tour de force, surtout quand on sait l'état dont il était. Et donc vous l'aurez compris, c'est un auteur que j'affectionne beaucoup par son humilité, sa modestie et surtout par son écriture. Donc je vous recommande tous ses écrits, mais donc pour la rentrée littéraire, ça sera Le Murmure. Et je pense sincèrement que nous avons perdu un monument de la littérature française. Et
Donc c'est vraiment le moment de le retrouver une dernière fois que je vous propose avec la lecture de son dernier roman. Donc voilà, c'était Le Murmure, publié en février 2024 aux éditions Gallimard.